poids de sa fiscalité locale dans les équilibres financiers. Et c'était intéressant cette année en particulier parce qu'en début d'année, on est parti très très fort dans les médias sur l'explosion de la fiscalité et l'utilisation du levier fiscal. Et on s'aperçoit que dans les faits, on a été plus souvent confronté au problème qu'a connu mon voisin, c'est-à-dire que les collectivités se sont refusées, d'après nos estimations, à utiliser massivement le levier fiscal, taxe d'habitation, CFE, foncier bâti. Il n'empêche qu'il a quand même plus utilisé, notamment dans le bloc communal, que les années précédentes. Et ça, c'est important, parce que nous, on évalue l'effet taux à 1,6% dans le bloc communal. C'était très très faible en 2013 et 2014, alors on l'a peu dit, parce qu'on en parle un petit peu moins quand c'est très faible, ça a été très très faiblement utilisé, le levier fiscal. Et là, tout d'un coup, en 2014, il y a à nouveau l'utilisation du levier fiscal avec quelques grosses augmentations, c'est vrai, mais globalement, c'est une augmentation qui ressemble beaucoup à une augmentation post-électorale. C'est-à-dire quand on regarde les cycles précédents, ça ressemble beaucoup, même plutôt un petit peu plus faible que lors des élections, au lendemain des élections précédentes. Donc il y a bien sur le terrain un problème de fond qui est que même avec un pouvoir de taux, c'est vrai que le bloc communal a été plutôt préservé de ce côté-là après la réforme, sauf que ça pèse plus massivement sur le contribuable ménage, que ce soit une partie du foncier bâti ou toute la taxe d'habitation, que sur les entreprises. Et du coup, il y a quand même une petite saturation de certains territoires, ça c'est très clair, et puis une difficulté même pour ceux qui, en théorie, ont cette capacité d'utiliser le levier taux. Il y a une espèce d'ambiance générale qui est très très contraignante et qui est très discriminante sur l'utilisation du levier fiscal. Donc les collectivités se battent depuis quelques années, voire quelques décennies pour ce pouvoir de taux, et en fait il est de plus en plus difficilement utilisable, aussi parce qu'il y a un effet d'accumulation. J'ai peut-être juste un chiffre intéressant, c'est-à-dire que l'effet taux pour nous cette année, ça rapporte, sur ces trois taxes que j'ai citées, 580 millions d'euros. Avant la réforme TP, il y avait déjà un petit plafonnement à la valeur ajoutée qui enlevait un pouvoir de taux, on l'oublie un petit peu, mais le pouvoir de taux est déjà réduit. Mais avant la réforme TP, le même 1% de fiscalité, pardon, excusez-moi, 1% cette année, c'est 580 millions. 1% avant la réforme TP, c'était 750 millions. Donc il y avait un effet beaucoup plus important. Mais par contre, 1% en 2002, donc il y avait toutes les taxes, ATP, etc., c'était aussi 590 millions d'euros. C'est intéressant. Ce que je suis en train de dire, c'est que cette année, ça rapporte autant en euros constants qu'en 2002. Alors qu'en 2002, il y avait l'ATP, il y avait une fiscalité beaucoup plus large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet cumulatif joue, et que l'utilisation de 1% sur les taux maintenant a un effet sur vos 4 000 euros qui est beaucoup plus important qu'il y a quelques années. Donc il y a une espèce d'entonnoir sur la fiscalité locale qui est en train de se créer, et chaque année qui passe, cet entonnoir va être de plus en plus serré. Et comme dans le même temps, il y a un problème d'assiette, et on voit avec ce qu'a dit Laurence Dartour que ce problème d'assiette n'est pas résolu loin de là, et bien finalement on a des effets qui viennent débouler à grandes enjambées sur la réforme de la DGF qui est entrevue. Puisque finalement, une partie des critères, alors c'est bien parce que dans la réforme, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critères sur les charges. Moi, je crois beaucoup aux critères sur les charges qui soient extra-budgétaires et extra-financiers. Tant que la fiscalité locale est calculée telle qu'elle l'est actuellement, moins on prendra de critères fiscaux, à mon avis, pour les dotations, plus on pourra parler d'égalité des territoires. Donc je préfère des critères de charge, intuitivement et en tant qu'observateur, un critère de charge. Mais ce potentiel fiscal, un certain nombre d'éléments sont calculés avec des valeurs locatives, avec des bases fiscales qui posent problème, qui interrogent sur des disparités de territoire. Et je vais juste finir là-dessus, c'est l'élément central de ce qu'on va traverser lors des prochaines années, c'est cette disparité très très forte des territoires. Et c'est nous ce qu'on constate. Ce matin, il y a eu des choses, on en a un peu reparlé un peu, mais qui ont été dites par Michel Bouvier sur la ruralité et l'urbain. Il y a des questions de fond qui sont des questions sociales, géographiques et économiques, qui vont avoir des traductions forcément dans cette dotation, cette DGF. Il faut s'y préparer, c'est-à-dire qu'il faut répondre à cette question de que fait-on de nos territoires ruraux. Je vais parler plus clairement. Que fait-on de ces territoires ruraux et comment accompagne-t-on les nouvelles problématiques urbaines très très fortes. Ça, c'est des enjeux très importants et je suis qu'observateur, donc je ne vais pas jusqu'aux solutions. Merci. Précisément, pour rebondir sur ce que tu viens de dire et qui rejoint ce qui a été signalé ce matin, l'effet entonnoir sur la fiscalité. Ce matin, il a été dit, je crois que c'était Philippe Laurent qui a relevé le problème de consentement de l'impôt, la contrainte
plus forte qui pèse sur l'impôt et le contribuable, et forcément ceux qui lèvent l'impôt, hein, qui osent moins lever l'impôt, en tout cas qui font davantage attention. Ouais. Alors il y a contrainte fiscale, il y a la contrainte budgétaire de l'État qui le conduit à resserrer les dotations. Et donc, on arrive à se demander si, précisément pour revenir à ce que tu disais, à savoir ce contraste de plus en plus fort entre l'urbain et le rural, les nouvelles problématiques en urbain, est-ce que l'orientation qu'on voit poindre ici et là, qui est d'aller vers une tarification des services, c'est-à-dire qui n'est pas sans rejoindre ce que disait Jacques Baudrier, à mon avis. Hein. Certains aspects, c'est l'impôt. Mais il y a certains impôts qui ressemblent à des prix de service. La redevance sur les bureaux d'Île-de-France, ça ressemble au prix d'un service. Les parkings, ça ressemble au prix d'un service. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un contexte qui va vers un regard nouveau porté sur la redevance et la tarification de certains services, que tout ne soit plus gratuit, ou en tout cas que l'on fasse payer de manière différenciée certains services qui sont rendus par la personne publique? Est-ce que l'un des membres de la table ronde ici peut dire quelque chose là-dessus? Bonsoir, Dans une section de fonctionnement, en recette, il y a 3 blocs. Les impôts, donc on vient d'en parler, les dotations de l'État qui sont plutôt en baisse, et c'est pas fini. Et le 3e bloc, ben, c'est ce qui est payé non pas par le contribuable, qu'il soit local ou national, parce que les dotations de l'État, c'est ce qui vient du contribuable national, ce qui est payé par l'usager. Et c'est vrai qu'à partir du moment où les 2 premiers blocs sont plutôt soit en plafonnement, soit en réduction, c'est le cas des dotations, la tentation ou la tendance, c'est de jouer sur ce qui est payé par l'usager. Moi, je pense qu'il faut y faire extrêmement attention, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons juridiques. On peut distinguer services publics administratifs, services publics industriels et commerciaux, mais la loi et la jurisprudence, en la matière, ne permettent pas de faire, et heureusement, n'importe quoi. Quand vous voulez faire modifier les tarifs des cantines municipales, il y a une règle qui interdit à ce qu'un usager paie plus cher que le coût du service. Et donc, quand vous faites des tarifs différenciés, ça ne peut être que le budget général de la collectivité qui équilibre votre budget annexe. Sur les services publics industriels et commerciaux, c'est un peu différent. Port de plaisance, ben, c'est l'usager qui va payer le coût du service. Mais après, deuxième question, c'est une question politique. C'est qu'il ne faut pas que le tarif devienne inaccessible pour beaucoup de nos usagers. Personne de sérieux n'ose imaginer que le ticket du métro, du tram ou du transport public de voyageurs couvre le coût du service. Vous ne pouvez équilibrer votre budget annexe que par le recours soit à l'impôt, c'est le versement transport, soit au budget général. Voilà, donc après les services publics sont extrêmement divers, extrêmement variés. Comment imaginer que l'usager d'une piscine va payer le coût réel d'accès à la piscine? Vous n'aurez plus personne dans les piscines. Et donc je pense qu'en soi, c'est une idée qui peut être avancée dans la réalité. Quand on différencie tous nos services publics, c'est quelque chose qui me paraît être extrêmement difficile à manier. J'aurais voulu revenir sur la notion d'autonomie fiscale, mais comme vous avez changé de sujet... Non, l'autonomie fiscale est quelque chose d'important, même si la jurisprudence du Conseil constitutionnel là-dessus est claire, en disant que l'autonomie fiscale n'existe pas. L'article 34 de la Constitution nous dit que c'est la loi qui fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts, y compris si le législateur le veut, et il le veut de plus en plus, des impôts locaux. Ce qui est important à mes yeux, c'est à la fois l'autonomie financière et l'autonomie de gestion, l'autonomie de décision. Alors, c'était le sujet de ce matin, hein, sur les dépenses. Le problème dans cette autonomie de gestion, c'est qu'à partir du moment où les dotations de l'État sont quand même plutôt en baisse, eh bien, c'est votre capacité à agir qui diminue d'autant. Et cette capacité à agir, on l'a vu, je pense que les statistiques le montrent, c'est plutôt sur l'investissement que cela porte. Dernier coup d'œil, clin d'œil plus exactement, le paradoxe de cette affaire, c'est que lorsque l'État diminue les dotations,
il augmente l'autonomie fiscale des collectivités locales. Transfert de personnel, notamment TOS, DDE, c'est des volumes extrêmes. J'ai plus le montant total, mais c'est des montants très importants. Puis il y a les emplois d'avenir, c'est une dépense, mais il y a des recettes en face, etc. Donc il y a des effets quand même de transfert de création. Et c'est vrai que les dépenses, de toute façon, vont augmenter cette période-là. Même s'il y a un ralentissement sous contrainte, je suis d'accord, qu'on constate dans l'évolution des dépenses de fonctionnement actuelles. Et vous avez raison, c'est souvent des efforts qui mettent plusieurs années à se traduire. Sur l'emprunt, la mauvaise nouvelle, c'est que l'emprunt ne remplacera pas les dotations. Moi j'ai la question, vous faites une super affaire avec la baisse des dotations, vous allez pouvoir 3,7 milliards d'emprunts en plus. En fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans les budgets des collectivités locales. Donc aucune banque n'a intérêt à cette baisse des dotations en espérant retrouver un volume d'emprunt à due concurrence. Pour nous, et c'est maintenant la 3e année de suite, le volume d'emprunt est en train de diminuer, c'est-à-dire le recours à l'endettement diminue, mais l'encours progresse toujours. Mais sur les 3 dernières années, il est à peu près à 8% de PIB, il se stabilise, il est assez stable. L'emprunt des collectivités en France, tout budget confondu, les syndicats compris, c'est environ 20 milliards d'euros. Il n'y a pas des raisons fondamentales d'imaginer une forte augmentation de ce montant, ni une forte diminution. Sauf si la baisse de l'investissement était encore plus forte que celle qu'on a anticipée pour 2015, mais en toute cause, on serait sur un volume d'emprunt en baisse, mais un peu en dessous de 20 milliards, il passerait un peu en dessous de 20 milliards. Mais la traduction, la baisse des dotations, la contrainte fiscale, les recettes fiscales de fonctionnement à 0,5%, vraiment, il faut observer tout ça avec une conséquence sur l'autofinancement des collectivités et pas sur les marges d'endettement. Parce que une baisse de l'autofinancement des collectivités, ça génère une moindre capacité à emprunter. C'est mécanique. Mais l'équation n'est pas comprise de tout le monde, donc souvent on se trompe. Et il y a des collectivités qui ne peuvent de toute façon plus emprunter, parce qu'elles sont arrivées au seuil. D'autres le peuvent, mais par ailleurs voient leur épargne brute, qui est le solde classique, diminuer. Et en tout cas, on a cette impression qu'on perd un peu le contrôle de cette épargne brute, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire des collectivités. Et donc du coup, un coup de frein sur les investissements et un moindre recours à l'emprunt dans ces cas-là. Donc il y a une corrélation forte entre l'autofinancement et le recours à l'emprunt. Les collectivités conservent, c'est important de le dire dans les plans positifs, en tout cas ce réflexe qui est en eux, et là en Stade Tour on a parlé, c'est cette règle d'or, elle est ancrée dans les collectivités, cette règle de remboursement de la dette avec de l'autofinancement avec des